Lancer un produit, développer une marque, sortir une nouvelle campagne de pub ou alors tant qu'on y est, gérer une entreprise, ça implique de prendre des risques. Et les risques, en général, c'est pas ce qu'on préfère, mais ça change pas le fait qu'ils soient là. Alors aujourd'hui, on va parler de risques. Pas de risques théoriques, on va parler du risque réel, celui qu'on regarde en face avant de décider si on avance, on pivote ou on renonce. Et pour en parler, j'ai invité quelqu'un qui vient pas du milieu du marketing, mais qui connaît très bien ce que veut dire le mot risque. Ce quelqu'un, c'est Valentin Palardi. Il est instructeur montagne à l'armée. Il pratique l'alpinisme, le parapente et le base jump. Autant vous dire qu'il évolue dans des environnements où une mauvaise décision, ça peut coûter très cher. Ce qui m'intéresse dans son approche, c'est pas le frisson, c'est pas l'image spectaculaire du saut dans le vide, c'est tout l'inverse. C'est la méthode, la préparation. C'est la capacité qu'il a à distinguer le danger du risque, à identifier les bons des mauvais signaux et puis à prendre une décision claire quand la pression monte. Et vous allez voir que cette logique s'applique parfaitement au marketing et à l'entrepreneuriat. Quand on lance un produit, quand on engage un budget, quand on prend une décision stratégique, on ne peut jamais supprimer totalement le risque. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est chercher à le comprendre, à le réduire et à décider si le risque résiduel est acceptable. Dans cet épisode, Valentin va nous aider à changer notre regard sur la prise de risque. Vous allez comprendre pourquoi un plan, ça ne suffit pas, comment identifier les bons éléments à vérifier, ce qu'il faut préparer et comment éviter le piège de la confiance excessive. Je vous propose d'accueillir tout de suite Valentin Palardi. Bonjour Valentin, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Écoute, c'est top que tu sois là aujourd'hui avec nous. On va parler d'un sujet dont j'ai jamais parlé, parce que c'est pas un sujet directement marketing, c'est pas un sujet directement entrepreneurial, quoique, mais en tout cas, c'est un sujet qui revient très très souvent dans nos têtes, à nous tous, en tout cas quand on a des responsabilités dans une entreprise. On va parler de danger. Et il y a des bonnes raisons pour lesquelles tu vas pouvoir nous parler de danger. Tu vas nous dire ça tout de suite. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Valentin, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr, merci de me recevoir. Alors, je suis Valentin Palardi. Je suis instructeur montagne à l'armée depuis une petite dizaine d'années et je pratique le parapente, l'alpinisme et le base jump. Depuis une dizaine d'années aussi. Et je mène un projet qui consiste à grimper les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes et de redescendre en parapente ou en sautant. Voilà, exactement. Alors, raison pour laquelle tu viens nous parler de danger. Quand on a discuté pour la première fois, je te dis non, mais attends, tu fais du best jump, t'es un malade mental, c'est ultra dangereux. Et tu m'as dit, mais non, justement, c'est pas dangereux, c'est pas du tout ça, il faut que je t'explique. Donc, justement, est-ce qu'on peut juste commencer par ça? Parce que, effectivement, si c'était si dangereux que ça, ou si tu prenais tant de risques que ça, ou si c'était totalement un truc de fou, ce que je ne te souhaite pas, tu serais plus là depuis longtemps parce que le base jump, à un moment donné, faut atterrir en bas et rester vivant. Et puis un peu tous les sports extrêmes de toute façon. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, Valentin, ce que c'est que le danger? Alors, le danger, en fait, on va pas parler forcément de danger, on va plutôt parler de risque. Et en fait, le risque, c'est 2 choses. Ça va être le danger multiplié par la probabilité qu'il arrive. C'est-à-dire on peut avoir un danger qui soit très, très important. Si la probabilité pour que ce danger il arrive, elle est très, très faible, au final, le risque qu'on va prendre, il sera quand même plutôt faible. On peut également aussi voir le risque par le spectre de le danger et de l'exposition. C'est-à-dire il peut y avoir un danger, par exemple, les avalanches, mais si je ne m'expose pas et c'est-à-dire que si je ne me mets pas face à ce danger-là, au final, je ne prends pas de risque. Donc il faut regarder le danger vraiment à travers le spectre de qu'est-ce que le danger? Quelle est la probabilité? Et est-ce que je m'expose ou non à, ce danger-là? Et ça nous donne le risque. Ouais, c'est exactement ça. En fait, tu me l'as dit juste avant et évidemment, j'ai fait l'inverse. Ce que tu me disais, c'est attention Estelle, il faut pas que tu mélanges danger et risque. On va prendre un danger existe et on va prendre un risque. Évidemment, c'est pas exactement la même chose. Donc,
Le risque, comment tu le définirais? Tu m'as dit que tu avais une espèce de schéma, presque mathématique pour calculer le risque. Bah, en fait, il faut comprendre que le risque, il est un petit peu subjectif, alors que le danger, lui, il va être objectif. Que ce soit toi ou que ce soit moi, le danger, ça va être le même. Par contre, le risque qu'on va prendre, ça va dépendre de nous. Par exemple, moi, je vais choisir de passer à droite et le risque, il va être, tant et puis toi, tu vas choisir de passer à gauche et l'exposition sera pas la même, donc le risque sera différent. Et du coup, on utilise un petit acronyme, pour, prendre, nos décisions en gestion du risque. C'est l'acronyme, c'est DCMR. Donc le D, c'est pour le danger. Je vais te poser la question: «Quel est le danger auquel je vais être confronté?» Le C, ça va être les conséquences. C'est-à-dire que si ce danger, il vient à subvenir, quelles vont être les conséquences, de ce danger-là? Ensuite, le M, c'est pour mesure. Donc c'est danger plus conséquences, moins les mesures. Donc les mesures, c'est qu'est-ce que je vais faire pour réduire le plus possible, soit les conséquences, soit mon exposition ou soit la probabilité. À chaque fois, je vais essayer de réduire un petit peu, si je vais jouer sur ces 3 facteurs et cette équation, ça va me donner ce qu'on appelle le risque résiduel. C'est-à-dire, le risque, en fait, on peut pas le mettre complètement à zéro, on peut pas le réduire à zéro, c'est impossible, ça marche pas. Par contre, on peut le réduire le plus possible et si on est d'accord avec, ce qui reste comme risque, ce qu'on appelle le risque résiduel, et ben, alors là, dans ce cas-là, on peut prendre notre décision et puis, continuer notre aventure. Ouais, en fait, ce que je trouve très intéressant dans ta façon de voir le risque, c'est que tout ça, c'est du calcul. C'est pour ça qu'on parle de risque calculé, j'imagine, mais en tout cas, dans ta façon de voir les choses, c'est de dire: «Il y a un danger, le danger, il existe, OK. Qu'est-ce que je fais de ce danger-là?» Et tu vas aller prendre des informations, tu vas aller choisir des éléments pour toi te faire un peu ton mapping. Tu vas nous expliquer un petit peu comme ça quelles sont tes techniques pour aller, identifier le risque et prendre les bonnes décisions. Parce qu'en fait, la question, elle est là. C'est pas tant une histoire de risque, c'est une histoire de décision. C'est une fois que j'ai vu le danger, identifié le risque, ou en tout cas défini le risque, je sais pas comment on peut le dire, calculer le risque, je prends une décision, j'y vais pas, et c'est cette décision-là qui va avoir évidemment les impacts. Je prends l'exemple du base jump qui, évidemment, je crois que le premier truc que je t'ai dit, mais t'es complètement fou. Il me dit, bah non, je suis pas fou du tout. Mais effectivement, l'image, quand quelqu'un comme moi ne connaît absolument rien, évidemment, au base jump, je me dis, le mec est complètement barré, il se fout un parachute sur le dos, il monte en haut d'une montagne, il saute et puis il espère arriver en bas. Bon, vu de mon point de vue, c'est effectivement un truc de fou. Toi, ce que tu me dis, c'est, bah non, et si c'était un truc de fou, on serait pas nombreux à arriver vivants en bas, il faut dire les choses. Donc, bien Exactement, ouais. sûr que tout ça est calculé et qu'il y a une vraie, voilà, une vraie logique derrière. Ce qui m'intéresse, moi, derrière tout ça, outre le fait que, bien sûr, ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'on fait pour faire du best job, et cetera. Bien sûr, moi, je trouve ça plutôt assez, voilà, assez, galvanisant. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment est-ce que on va pouvoir appliquer, toi, tes techniques qui finalement, en fait, te viennent du best jump, te viennent de l'armée, te viennent, de la haute montagne. Donc il y a quand même tout un corpus d'éléments que tu es allé chercher pour construire ces moyens de prise de décision. Comment est-ce que je vais pouvoir les appliquer au marketing, à l'entrepreneuriat et notamment, aux choix que je vais pouvoir faire, voilà, dans mon quotidien, de marketeur, par exemple. J'aime beaucoup cette idée, pardon, je parle beaucoup, mais j'aime beaucoup cette idée du risque résiduel, de se dire: «De toute façon, il y aura toujours un risque, quelle que soit la décision que je prends. Maintenant, je peux mettre en place des éléments, pour que le risque soit minimisé au maximum». J'imagine que c'est ça, l'idée. Dans les différents éléments, quand on a préparé cet épisode, ensemble, dans les différents éléments que tu vas regarder, tu m'as dit que tu commences par identifier ce que tu appelles des observables. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que les observables? Alors, avant de te parler des observables, je vais te parler de comment on prépare un petit peu nos aventures. En fait, c'est tout simple, on fait un plan. Et donc, ce plan, on va dire, bah, on va passer par là et puis on va rencontrer ça et puis après avoir rencontré ça, on va faire ça et puis on va faire ça et cetera jusqu'à, être de retour à la maison. Ça, c'est le plan dans sa globalité et en fait, forcément notre plan, on le prévoit de façon à ce qu'il se passe bien.
puisqu'on va pas ce serait bête de prévoir quelque chose, qui de façon à ce que ça se passe mal. Donc du coup, on le prévoit de façon à ce que ça se passe bien. Et ce qui va nous intéresser, nous, sur le terrain, c'est de savoir est-ce qu'on est toujours dans le plan ou est-ce qu'on est en train de sortir du plan? Est-ce qu'il y a un élément inconnu qui fait qu'on n'est plus dans ce qu'on avait prévu? Et pour savoir si je suis dans mon plan ou pas, je vais identifier ce qu'on appelle des observables. Donc les observables, son nom comme le nom l'indique, c'est ce qu'on va pouvoir, voir sur le terrain, qui va nous conforter dans notre idée de «je suis toujours dans mon plan» ou alors au contraire qui va, me dire: «Je suis plus dans mon plan». Et pourquoi c'est important de les identifier ces observables? C'est parce que si je l'identifie pas, je sais pas où regarder. En fait, je vais être dilué dans la masse d'informations que va me transmettre, l'environnement, et il y a des informations qui vont être essentielles et d'autres qui vont être, peu importantes. Par exemple, la température, ça peut, selon les aventures, ça peut être un peu important, mais en règle générale, la température va pas avoir beaucoup d'influence sur, la suite. Mais c'est quand même une information et puis j'en ai pas besoin. Donc en fait, ça sert à pas se diluer et à savoir où regarder pour savoir si je suis dans mon plan ou pas. Si je fais le parallèle avec, par exemple, un lancement, si on parle d'une stratégie de lancement, d'un produit, évidemment, comme toi, je vais faire un plan, a priori. Je vais pas juste me dire: «Tiens, je vais lancer mon produit, puis on va voir ce qui va se passer». Non, je vais me dire: «Attends, je vais mettre en place une stratégie marketing, je vais commencer par faire, telle étape, telle étape, telle étape». J'ai des étapes différentes. Souvent, j'ai un rétro-planning d'ailleurs avec, donc j'ai différentes étapes et toi, ce que tu dis, c'est en plus de ces étapes-là, je vais aller identifier des éléments d'information qui vont me permettre de savoir si je suis bien en phase avec mon plan, parce que des informations, je vais en avoir plein. Et c'est vrai que quand on fait un lancement, puis alors en marketing digital, les informations, c'est pas ça qui manque. Hein. Tu as du tracking dans tous les sens, des datas, des machins, des trucs, des informations qui te viennent de l'extérieur, des consommateurs peut-être qui viennent t'envoyer des messages. Enfin, il peut y avoir 1000 informations. Là, toi, ce que tu dis, c'est qu'en amont, tu vas te préparer, en tout cas, tu vas lister les informations qui te semblent être importantes pour pouvoir identifier si oui ou non tu T'es on track quoi, t'es en ligne avec le plan que tu avais prévu, c'est ça? Exactement, ouais, c'est exactement ça, on le fait surtout, en montagne et surtout, l'hiver avec la gestion des avalanches et cetera, ce qu'on appelle la nivologie. Parce qu'en fait, ça nous demande de réagir tout de suite. Donc en fait, il faut que je réagisse tout de suite. Si je ne suis plus dans le plan, il faut que je puisse prendre une décision dans les 30 secondes, dans les 15 secondes. Si je suis dans un autre environnement ou dans un autre contexte, je peux avoir beaucoup plus de temps et donc dans ce cas-là, j'ai le temps de collecter plein d'informations pour prendre ma décision. Mais il y a certains moments en montagne ou dans les activités que je pratique où il faut prendre une décision très rapidement et c'est là où c'est utile. C'est que ça nous permet du coup de réduire le temps de la réflexion. On sait qu'on n'est plus dans le plan et on va utiliser du coup après un deuxième outil pour, prendre notre décision et agir derrière. Alors attends, juste avant que tu me parles du deuxième outil, c'est intéressant ce que tu me dis, j'ai réfléchi en même temps que tu me parles, c'est que bien souvent, en tout cas moi, hein, je vais parler pour moi, mais je pense que je suis pas la seule, en marketing, on a notre fameux plan et on a fait le plan parce qu'on se dit: «C'est ça qui va se passer». Mais moi, je me dis que c'est ça qui va se passer. Je me dis bizarrement jamais: ouais, mais c'est pas ça qui va se passer». Parce que si j'ai fait un plan, je suis pas idiote quand même. J'ai fait un plan pour que voilà, pour qu'on suive le plan. L'idée, c'est de suivre le plan. Toi, ce que tu es en train de me dire, c'est bien gentil Estelle, tu as un plan. L'idée, c'est de suivre le plan, mais qu'est-ce qui se passe si le plan fonctionne pas? Et en fait, c'est là où la gestion du risque, j'ai l'impression, intervient plus fortement. C'est que et s'il y a un impondérable qui arrive et que ton plan, il se passe pas comme prévu? C'est ça que tu me dis? Exactement et en fait, derrière, ça va avoir des conséquences qui vont être diverses. Les conséquences, elles peuvent être élevées et elles peuvent être, vraiment, minimes. Par exemple, si, dans ton plan pour le lancement d'un produit et ben, il y a une variable que tu as pas pris en compte, puis, tu perds, quelques heures ou quelques jours sur ton planning. Bon, c'est pas très, très grave, tu vas peut-être retomber sur tes pattes. Mais par contre, si derrière tu foires complètement ta communication et le message que tu veux transmettre, il est pas passé, alors là derrière, tu as engagé tellement d'énergie dedans que, l'engagement derrière, il est plus important. Nous, ça va être pareil en montagne. On peut perdre, si on sort du plan et que du coup, par exemple, la neige, elle est molle et on n'avait pas anticipé, on va perdre de l'énergie et du temps.
Donc ça, c'est pas très, très grave. Par contre, si quand on arrive à l'endroit où on veut sauter, il y a beaucoup plus de vent que prévu, et ben alors là, on n'est plus dans le plan du tout et alors là, c'est grave parce que, ça remet en cause toute la suite, et puis on est sur le terrain, on est fatigué, il faut qu'on rentre. Donc voilà, chaque sortie du plan, en fait, va avoir un différent niveau de conséquences. Mais alors du coup, quand j'ai une sortie de plan, ça veut dire que mon truc il est foutu? Mon lancement produit, je l'arrête, je repars à la maison et c'est fini? Comment ça marche? Alors nous, on utilise, ce qu'on appelle les canons conformes. Donc en fait, on a notre plan où tout se déroule bien et puis on va identifier plusieurs scénarios, qui vont, potentiellement arriver. Et du coup, pour chaque scénario, on va identifier 3 choses. On va d'abord identifier des observables, donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui me fait dire que je suis dans tel ou tel scénario? On va identifier du coup une problématique, parce que s'il y a pas de problématique, bah, en fait, au final, c'est pas très grave, je continue quoi, donc voilà, au final, s'il y a pas de problématique, c'est que je suis toujours dans mon plan et on va identifier à ça une solution pour remédier à cette problématique. Alors cette solution, ça peut être, par exemple, si je vais passer par un sommet et que je suis en retard, et ben, je décide de pas faire le sommet, puis je vais contourner au plus facile pour aller directement sur ma descente. La solution, ça peut être de se dire, si je devais grimper une longueur qui devait être, en glace et que c'est finalement cette longueur, elle n'est pas en glace, elle est en rocher, je vais pas pouvoir grimper pareil et puis je vais pas pouvoir me protéger pareil. Donc du coup, je vais avoir besoin de matériel différent. Donc si j'anticipe et que j'emporte ce matériel, en prévision et ben, quand j'arrive sur place, j'ai ma solution qui est déjà toute trouvée. Et l'intérêt de faire ça, c'est, le gain de temps et le gain d'énergie. Parce que l'énergie, c'est quand même pas une ressource qui est, illimitée et hem et tout ce que je peux sauver en tant qu'énergie, ça va me permettre d'être plus performant dans ce que je fais et puis ça va me permettre que mes décisions, elles soient beaucoup plus justes et beaucoup plus, hem, pertinentes. Ouais, ce que tu me disais, c'est que t'es même pas obligé finalement d'avoir identifié tous les scénarii possibles qui peuvent arriver. C'est qu'en fait, dès lors que tu vas aller chercher différentes, options qui peuvent mal se passer, finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares ton cerveau et donc ton cerveau a déjà fait au moins un bout du chemin du raisonnement et si tu as fait un bout de raisonnement, mine de rien, tu gagnes du temps, tu gagnes en clarté, tu gagnes tu plus sûr de toi finalement dans tes prises de décision, c'est ça? C'est plus fluide? Ouais, c'est ça et puis, à l'inverse, ce serait même très anxiogène, en fait, de tout préparer et puis de préparer, 20 scénarios avec, toutes les catastrophes qui pourraient arriver. Donc non, on prépare, on va dire, 2, 3, peut-être 4 possibilités, on va préparer, par exemple, sur une aventure en alpinisme, on va préparer le retard, on va préparer, les conditions qui changent et puis en troisième la météo qui évolue. Puis voilà, ça va être nos 3 grands thèmes et puis ça, à chaque fois, on aura des actions différentes à faire et du coup, si il y a un autre imprévu que cette fois-ci, bah, j'avais pas, prévu et ben je vais pouvoir piocher un peu d'une solution de l'un, un peu d'une solution de l'autre pour au final m'en sortir et puis, heu, bah, me retomber sur mes pattes, quoi. J'essaye de faire un parallèle avec notre histoire de lancement. En gros, ce que tu nous dis, c'est quand tu prépares un lancement d'un produit, tu vas préparer toute ta strate, c'est tes observables, ton plan, puis tes observables. Quels sont les éléments qui me disent que je suis bien dans mon plan? Donc, tu t'es mis des objectifs, des objectifs d'étape, on va dire ça, de façon à savoir si tu y es. Et puis manque de peau, tu te rends compte, tu me disais: «Tiens, ça pourrait être le message qui fonctionne pas». Tu te rends compte qu'il y avait un truc que tu avais pas vu dans ton message qui est mal compris par les personnes qui reçoivent ce message. Limite, ça fait un bad buzz. Comment est-ce que, tu peux réagir? Si tu as réfléchi en amont à dire: «Si à un moment donné, j'ai un gros problème de communication, un truc d'urgence, je sais que je peux faire appel à cette agence avec qui j'ai déjà bossé, qui est spécialisée, dans, les problématiques d'urgence», tu sais que tu as quelqu'un vers qui aller, tu sais que tu as un début de solution en tout cas qui te permet de gagner du temps, de pas réagir sur le moment, en stress et d'envoyer un message qui est mauvais et de finalement, j'allais dire faire grossir la boule de neige, tu vois? J'ai des j'ai des métaphores de montagne moi aussi, mais en tout cas d'éviter d'amplifier le problème au lieu d'y trouver la solution et de voilà, de déjà avoir un début de solution, prêt. Hem
Quand tu as, ce genre d'éléments, moi je comprends complètement ce truc-là de te dire: «Bon, bah, attends, j'ai préparé mon plan, je réfléchis à tous les trucs ou en tout cas une partie des choses qui peuvent mal se passer pour pouvoir être prêt et cetera». Moi, tu vois, il y a un truc qui me ferait peur dans ce genre de situation-là, c'est que si je suis ultra préparée, moi je suis un peu du genre à pas trop me préparer. Ce que je te disais avant mes épisodes, je prépare pas trop, j'aime bien justement être pas trop préparée parce que si je suis trop préparée, j'ai tendance à avoir un peu trop confiance en moi. J'ai un peu ce problème-là, et je me dis que c'est peut-être un risque en fait d'avoir parfois trop confiance. Est-ce que c'est un est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver aussi en montagne? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte dans ta prise de risque? Alors c'est quelque chose qui arrive et on le voit souvent, en montagne et surtout, les débutants dans ces activités-là. C'est, ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger et tu en as déjà parlé dans un de tes épisodes, je me souviens plus lequel. Il y a longtemps. Donc en fait, l'effet Dunning-Kruger, c'est, un effet psychologique, qui a été théorisé par 2 psychologues cliniciens, qui dit que en gros, on va mettre sur 2 axes, la confiance et les compétences et donc, on va se dire que au tout début, où on va commencer à maîtriser un sujet, on va avoir une très grande confiance, pour, peu de compétences et puis ensuite, on va cette confiance va redescendre au fur et à mesure où on gagne en compétences. Au bout d'un moment, on se rend compte que, en fait, on n'y connaît rien et puis à la fin, on se rend compte qu'on est compétent et voilà. Et le problème de ça et ce dont il faut s'inspirer en fait de cet effet-là, c'est la phrase: «On ne sait pas qu'on ne sait pas». Si vous regardez souvent les news, les à la une, on dit souvent qu'il y avait une personne qui a été prise dans une avalanche, qui a été pris, en hors-piste dans un secteur et qu'elle ne portait pas de détecteur de victimes d'avalanche, et cetera, qu'elle était en ski de piste et cetera. Et ben, en fait, on se rend compte en posant la question aux gens que cette personne, elle a pas pris un risque inconsidéré. C'est qu'en fait, elle ne savait pas qu'elle était en train de prendre un risque et ça fait changer un petit peu le prisme. Tout à l'heure, on parlait du danger, conséquences, mesures et risques et ben, là, en fait, on est dans le D. C'est-à-dire que si on n'arrive pas enfin, pardon. Pour, prendre et gérer le risque, il faut d'abord l'identifier. Il faut d'abord savoir qu'il y en a un et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas les infos pour y arriver, quoi et et on peut se savoir qu'on est dans cette situation-là, ou au contraire, on peut savoir qu'on n'est pas dans cette situation-là si on a déjà un petit peu traversé, cet effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire que si on a déjà eu, la confiance qui est redescendue, puis si on s'est rendu compte qu'en fait on n'y comprenait rien et puis qu'on a augmenté nos compétences, bon bah, on peut se dire qu'on est plutôt dans le plateau de la consolidation que dans la montagne de la stupidité et donc du coup on peut, être serein sur nos décisions. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que, bon, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc la réalité, c'est qu'on ne saura pas. Mais en revanche, ce qu'on peut se dire, c'est, si je suis passée par un moment où j'ai vraiment eu l'impression d'être un gros naze dans ce sujet-là, c'est plutôt bon signe, c'est que j'ai quand même fait le boulot, j'ai fait le chemin. Là où si je suis pas encore passée par là, on peut se dire: «Attention, attention, danger». Là, je pour le coup, c'est peut-être que je crois que je sais tout alors que finalement, il y a encore plein, plein de choses que j'ai pas vues et que je suis un peu en train de me voiler la face, c'est ça? Exactement et puis il y a aussi un autre, travers de cet effet-là, dont on peut fortement s'inspirer dans l'entrepreneuriat. C'est en fait quand notre confiance elle est, vraiment abondante, c'est le moment de s'entourer de gens qui savent. Parce que c'est eux qui vont pouvoir avoir un peu de recul, sur nous et nous dire: «Attention là tu fais fausse route» ou «Attention là, OK tu sais ce que tu fais» et voilà. Parce que, bah, nous, comme on l'a dit juste avant, on n'a pas forcément ce recul-là, c'est compliqué de l'avoir. Donc, s'entourer, ça permet d'avoir un avis extérieur et d'avoir, cette expertise qui nous manquait. Est-ce que tu peux me dire très rapidement, ce que, ça veut dire? C'est un terme que j'ai employé dans un autre sport qui est l'équitation, qu'on emploie très, très souvent et qui est très difficile, je trouve, à comprendre. C'est l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce niveau d'engagement et comment tu le travailles vis-à-vis de la prise de risque? Alors l'engagement en fait, moi personnellement, je le mets en relation avec, les décisions qu'on va prendre, sur le terrain et hem, on peut le coller avec, les conséquences.
L'engagement, c'est, par exemple, pour comprendre, je suis, en pleine ville, s'il m'arrive un malaise, je vais pouvoir prendre mon téléphone, appeler les pompiers et puis en 5 minutes, quelqu'un sera, sur moi pour, me prendre en charge. Maintenant, je suis, dans un pays à l'étranger, je suis toujours dans la ville et j'ai un malaise, je vais toujours pouvoir prendre mon téléphone, mais par contre, je suis pas certain, de voilà, dans certains pays, je suis pas certain de la prise en charge, ils vont peut-être mettre plus de temps qu'en France et cetera. Donc là, l'engagement, il commence un petit peu à monter et puis encore une fois, maintenant je suis en montagne et si je fais un malaise, j'ai pas de réseau, donc je peux pas appeler, et puis, l'hélicoptère, il va peut-être mettre, 2 heures à arriver ou il peut peut-être pas voler parce que la météo ne le permet pas et cetera. Donc là, l'engagement est très important. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que chaque décision qu'on va prendre, en montagne ou dans ces environnements-là, va avoir un niveau d'engagement différent derrière. Heu, je prends l'exemple, par exemple, en base jump, on saute rarement du sommet parce que nos montagnes, elles sont un peu pointues et donc du coup, il faut aller chercher une verticale suffisante. Donc quand on arrive au sommet, il faut qu'on descende en rappel. Et quand on est en haut de ce rappel, on vient de jeter la corde dans le vide, donc la descente en rappel, pour ceux qui connaissent pas, on accroche une corde et puis on va descendre sur cette corde, avec un appareil et puis une fois qu'on est arrivé en bas, on va tirer notre corde, et puis on va pouvoir, recommencer ça, plusieurs fois. Et donc du coup, je viens d'attacher ma corde, je viens de lancer ma corde, je suis en haut, si je vois que d'un coup, le vent où il y a des nuages et que je ne peux plus sauter, c'est très facile de faire demi-tour, j'ai juste à récupérer ma corde, je défais mon nœud et je m'en vais. Donc là, l'engagement, il est très faible. Par contre, maintenant, si je commence à descendre sur ma corde et que j'arrive en bas, alors pourquoi je descends en rappel, hein? Parce que la paroi, elle est plutôt verticale, elle est plutôt difficile de progression. Donc je descends en rappel, j'arrive en bas et là, je me rends compte que maintenant, il y a des nuages et il y a du vent, je peux plus sauter. Il va falloir que je re-escalade, la corde que j'ai descendue et donc là, l'engagement, il est plus important parce que ça va me coûter de l'énergie, ça va me coûter du temps et ça va peut-être me manquer plus tard. Donc là, l'engagement, il monte un petit peu d'un clic et puis il y a un troisième stade, on peut dire, d'engagement, c'est une fois que je vais tirer ma corde, donc OK, je suis sur ma plateforme, j'ai décidé de tirer ma corde et là, d'un coup, il y a des nuages et il y a du vent, je peux plus sauter et là, l'engagement, il est total parce que vu que j'ai récupéré ma corde je ne peux plus remonter ou alors à en prenant des risques inconsidérés parce que c'est peut-être trop dur, parce que voilà. Donc du coup, c'est chaque décision que je vais prendre en montagne, c'est intéressant et important de se dire que, elles ont pas toutes les mêmes conséquences, en fait. Ces décisions, elles ont pas toutes le même engagement. Ouais, j'aime bien cette idée d'engagement parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense, en tout cas communément. Mais c'est vrai que chaque décision ne se vaut pas. Il y a des décisions voilà, qui n'ont pas un impact très, très fort et d'autres qui ont des impacts très, très forts. Donc d'avoir la conscience de l'impact de cette décision, ça te permet de, comme tu dis, tirer la corde. Tu vas checker quand même, j'imagine, 2-3 fois, tes éléments avant de la tirer ta corde et de t'assurer: «C'est bon, il y a pas de nuages qui arrivent, tout va bien, Exactement, ouais. je peux y aller». Parce qu'effectivement, une fois que tu as le bout de la corde, dans les mains, tu peux plus monter, tu peux pas descendre, tu peux plus faire grand-chose. Je vais essayer, Valentin, de résumer, en une phrase tous les éléments que tu nous as dit. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait tout s'enchaîne et c'est vraiment une stratégie du risque, finalement, une stratégie de la prise de risque, et je le disais, ce qui devient de, ton expérience en tant que guide de haute montagne, hein, je dis pas de bêtises, tu guide de haute montagne ou Non, non, pas? non, alors non, je suis pas Tu guide de haute bientôt? montagne, je suis guide militaire. J'espère bientôt, Guide oui. militaire. Bon, guide militaire, bientôt guide de haute montagne, best jumper et plein, plein, plein d'autres sports. Donc, tu as vraiment cette connaissance, en tout cas, de l'analyse du danger pour savoir, quelle prise de risque, prendre. Et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant d'utiliser ces éléments-là et de le traduire en stratégie pour, voilà, pour nos activités marketing et pas que marketing, entrepreneurial, au sens global. D'abord, tu me disais que le danger, c'est pas le risque. Le danger, il est objectif, il est là. Le risque, c'est ce qu'on va en faire de ce danger-là. Est-ce qu'on va se mettre en danger? Voilà, est-ce que je vais me mettre face au danger ou est-ce que je vais m'en éloigner? Après, tu me disais, on peut aller chercher une sorte de formule mathématique qui va être, tu me disais le DCMR. Alors, je sais pas si je vais le retrouver. D pour danger, C
pour conséquence, M, c'est pour les mesures et le R, c'est le risque résiduel. On va prendre le danger, les conséquences et les mesures de ce risque et on va pouvoir comme ça aller identifier ce fameux risque résiduel, c'est-à-dire le risque finalement que je vais ou non prendre. Ensuite, tu me disais, quand on part pour une aventure, et ça peut être la même chose pour voilà, une stratégie marketing, on va commencer par faire un plan. On va réfléchir à tout ce qui va pouvoir se passer. On va avoir nos différentes étapes. Et ces différentes étapes, pour savoir si on suit bien nos étapes, on va leur mettre des KPI d'étapes, hein, des mesures pour chacune de ces étapes, ce qui va nous permettre de nous dire, bah oui, je suis sur le chemin que j'ai prévu ou non, je n'y suis pas, et d'aller prendre des décisions. Est-ce que je continue pas? Est-ce que je réadapte ma cadence, par exemple, si on est en train de monter en montagne? Si je suis sur un lancement de produit que j'avais prévu d'avoir tant de leads à tel moment, si j'ai moins de leads, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets plus de pubs? Est-ce que je réadapte un petit peu ma communication? C'est vraiment ça pour pouvoir arriver in fine au plan que j'avais prévu. Et puis tu me dis: «Bah oui, mais sauf que ton plan, c'est pas parce que tu le prévois qu'il va se passer comme ça. Peut-être que ça va pas se passer comme tu as prévu», et c'est là que le principe, j'aime beaucoup cette idée, le principe des canons conformes, rentre en jeu. C'est d'avoir réfléchi à ce qui pourrait ne pas bien se passer. Pas forcément tout ce qui pourrait ne pas bien se passer, mais ce qui pourrait ne pas bien se passer pour que le cerveau soit préparé, pour qu'on ait déjà des débuts d'informations, des débuts de prise de décision, qu'on sache, même dans l'urgence, où aller chercher les informations, quoi regarder pour prendre la bonne décision, la meilleure décision et probablement le plus rapidement possible. Ça permet de préparer les choses de façon intéressante. Puis tu nous as parlé d'un autre élément, parce que je te disais, mais moi, si je prépare trop, je me sens un peu trop sûre de moi. Tu m'as dit, bah oui, il faut faire attention à la confiance en soi, parce qu'il y a un moment donné où on a tendance à se sentir en pleine confiance, parce que les choses fonctionnent. Sauf que parfois, on a raison d'avoir confiance et parfois on a tort d'avoir confiance. On a parlé de l'effet Dunning-Kruger. Et l'idée, c'est d'aller identifier quand il y a des chances pour qu'on se plante complètement et que ce soit une mauvaise confiance qui vienne à nous. Dans ces cas-là, il va falloir aller prendre son temps et regarder ailleurs et demander potentiellement de l'aide. Et puis tu nous dis, il y a aussi ce niveau d'engagement, c'est d'identifier si l'action qu'on va faire, le choix qu'on va faire va avoir un impact très fort ou non. J'ai essayé de résumer le plus rapidement possible. Valentin, est-ce que tu peux me dire, Valentin, si on veut en savoir plus, si on veut aller plus loin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur Instagram, donc c'est valentin.palardy, Palardy, ou alors, vous pouvez, aller sur le site orangeaventure.com, qui est, l'entreprise que je suis en train la nouvelle aventure dans laquelle je me lance, qui est, du travel planning, d'aventure, donc voilà. Merci beaucoup, Valentin. Tu es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci Estelle. Valentin, un immense merci d'avoir partagé avec nous tes connaissances sur la prise de risque et sur justement comment faire pour minimiser le risque, pour prendre le moins de risques possible tout en avançant, tout en ayant des performances maximales. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir bien mon travail, ce que je vous propose, c'est de partager cet épisode, de partager le podcast du marketing avec des personnes que ça pourrait intéresser, des responsables marketing, des responsables d'entreprise qui ont besoin du marketing pour développer leur activité. C'est véritablement comme ça que vous pourrez m'aider à développer le podcast du marketing. Je vous dis à très vite.